1000 bus neufs envahissent Ouagadougou malgré la guerre. Plus de 80 millions de dollars sont réinvestis sans aucune dette extérieure, uniquement grâce aux revenus de l'or et du coton. La capitale gagne des lignes visibles, des horaires réguliers et des ateliers réaménagés forment des milliers de jeunes, tandis que la dépendance à ces deux matières premières volatiles expose le projet à un choc de prix. Que signifie pour les familles, les travailleurs et l'Afrique l'audace d'Ibrahim Traoré aujourd'hui? L'expérience peut-elle durer au-delà du choc? Ce récit ne parle pas seulement de transport urbain, il décrit un test public de souveraineté économique mené sous contrainte, avec des résultats visibles et des risques assumés. Comprendre ce pari aide à lire l'avenir économique africain concret. Le projet des 1000 bus attribué à Ibrahim Traoré est présenté comme une expérience de financement interne. Réinvestir l'or et le coton, refuser l'endettement extérieur, publier des audits et montrer qu'un État peut exécuter un programme lourd sans passer par les circuits habituels. L'enjeu est double. D'un côté, si le modèle tient, il devient une référence possible pour d'autres pays cherchant plus d'autonomie. De l'autre, s'il se fragilise, la critique devient immédiate. Dépendre de deux matières premières volatiles peut transformer une réussite en parenthèse coûteuse, surtout dans un contexte d'insécurité et de pression. Mais le détail décisif n'est pas celui que l'on croit. Il se niche dans la mécanique du sans dette. Plus de 80 millions de dollars ont été engagés sans dette extérieure dans un pays en guerre et les premiers effets sont déjà mesurables. À Ouagadougou, la mise en circulation progressive des bus a réduit les temps de trajet d'environ 30%, tout en créant plus de 10 000 emplois directs et indirects, un signal rare dans un contexte aussi contraint. Cette mini-révélation éclaire le cœur du pari porté par Ibrahim Traoré: démontrer qu'un État peut mobiliser ses ressources internes et produire des résultats visibles rapidement. Le contexte rend l'expérience plus lisible. Le Burkina Faso traverse une période de conflits internes et de pression sécuritaire où chaque dépense publique est scrutée. Historiquement, les grands projets d'infrastructure y ont souvent dépendu de financements extérieurs, assortis de conditionnalités et de calendriers longs. Le projet des 1000 bus rompt avec cette logique. Il s'appuie sur deux ressources clés, l'or et le coton, pour financer intégralement l'initiative en publiant des audits et en rendant publics les flux financiers. Cette transparence inhabituelle à cette échelle sert autant à rassurer l'opinion qu'à verrouiller l'exécution. La rupture ne tient pas qu'au financement. La chaîne de valeur a été partiellement relocalisée, ateliers réorganisés, formation technique accélérée, montée en compétences d'une main-d'œuvre jeune. Les premiers bus ne sont donc pas seulement des véhicules en circulation. Ils matérialisent une capacité nouvelle à assembler, maintenir et gérer une flotte moderne. Dans les quartiers périphériques, longtemps mal connectés, l'amélioration de l'accessibilité modifie l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins. Pourtant, l'équilibre reste fragile. La dépendance à l'or et au coton expose le modèle à la volatilité des marchés mondiaux. Une baisse de prix peut réduire les marges de manœuvre budgétaires et tester la soutenabilité du système. C'est ici que le débat s'ouvre réellement. L'audace de Ibrahim Traoré crée-t-elle un précédent durable ou une fenêtre étroite rendue possible par une conjoncture favorable? Sur le terrain, le projet prend une forme concrète bien avant les débats macroéconomiques. Dans les dépôts réaménagés de Ouagadougou, la transformation commence par des gestes simples: assembler un module, tester un circuit, ajuster une pièce. Ces scènes ordinaires deviennent le premier indicateur d'un changement plus large. Elles montrent comment une décision politique se traduit en routine de travail, en compétences acquises et en résultats visibles pour la population. Le rôle de Ibrahim Traoré apparaît ici comme celui d'un catalyseur. En validant un financement strictement interne,
Il a forcé l'administration et les ateliers locaux à réorganiser leurs méthodes. Les équipes ont dû apprendre vite, produire localement et résoudre des problèmes techniques sans recours massif à l'expertise extérieure. Cette contrainte a accéléré la montée en compétences de milliers de jeunes, désormais formés à l'assemblage et à la maintenance. Pour beaucoup, il s'agit d'un premier accès à un emploi formel et qualifié. Les effets précoces se lisent aussi dans la ville. Les nouveaux bus instaurent des horaires réguliers et des lignes identifiables. Les habitants, d'abord sceptiques, commencent à intégrer ce réseau dans leur trajet quotidien. Dans certains quartiers périphériques, l'accès au centre devient plus prévisible, réduisant le temps perdu et facilitant l'organisation familiale. Ces changements, encore localisés, donnent un aperçu de ce que peut produire une infrastructure fonctionnelle à l'échelle urbaine. L'enjeu dépasse pourtant ses premiers succès. La question centrale reste la même. Ces impacts rapides constituent-ils une base solide ou seulement une avancée initiale difficile à maintenir? Avant le lancement effectif, la situation était connue: un réseau de transport fragmenté, des minibus vieillissants, des trajets imprévisibles et des heures perdues chaque jour. La décision de basculer vers un projet intégré marque le point d'activation. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés, les premières pièces arrivent et les équipes locales sont mobilisées en urgence. La contrainte est immédiate: produire vite, sans financement extérieur, sous regard public avec des audits annoncés. Cette phase d'activation transforme une intention politique en chaîne d'exécution concrète. La montée en puissance s'opère par étapes. Les essais techniques commencent, les premiers assemblages sont validés, puis une partie de la flotte entre en circulation. Les lignes deviennent visibles, les horaires se stabilisent et l'adoption progresse. Les habitants observent, testent, comparent. La nouveauté n'est pas seulement le nombre de bus, mais la cohérence du système. La production locale s'intensifie, la maintenance s'organise et les formations techniques se multiplient. À ce stade, le projet cesse d'être expérimental pour devenir opérationnel, avec des indicateurs qui commencent à s'aligner. Le moment de bascule intervient lorsque les effets cessent d'être ponctuels. Les quartiers périphériques, longtemps déconnectés, gagnent en accessibilité. Les trajets domicile-travail se raccourcissent, les correspondances deviennent plus fiables et l'usage s'installe dans le quotidien. Cette phase de haut régime coïncide avec une visibilité politique accrue. Le projet des 1000 bus est désormais associé au nom de Ibrahim Traoré, présenté comme l'architecte d'un modèle fondé sur les ressources internes et la transparence financière. La narration officielle s'appuie sur des résultats mesurables et sur la publication régulière des audits. Les premières retombées apparaissent alors. Sur le plan économique, les emplois directs et indirects se multiplient autour de l'assemblage, de la maintenance et de la gestion du réseau. Sur le plan urbain, la mobilité devient plus prévisible, ce qui modifie l'organisation du temps pour de nombreuses familles. Sur le plan symbolique, l'image d'un État capable d'exécuter un projet complexe sans dette extérieure s'impose progressivement. Cette phase de consolidation des gains initiaux renforce le système tout en exposant ses nouvelles fragilités. Car chaque avancée révèle aussi ses limites. La dépendance aux revenus de l'or et du coton demeure le talon d'Achille du dispositif. À mesure que le réseau s'étend et que les coûts d'entretien s'installent dans la durée, la question de la soutenabilité devient centrale. Le projet est désormais engagé dans un cycle où chaque succès renforce les attentes et chaque choc potentiel peut remettre en cause l'équilibre atteint. Au départ, la situation était simple et contraignante.
Une mobilité urbaine lente, fragmentée, dominée par des véhicules vétustes et des trajets imprévisibles. Dans ce cadre, l'accès au travail, à l'éducation et aux soins dépendait fortement du quartier de résidence, avec des temps de déplacement longs et peu fiables. Cette situation limitait la productivité quotidienne et renforçait les inégalités entre centre et périphérie. C'est à partir de ce point de départ que le projet des 1000 bus a été conçu, avec l'objectif explicite de produire un changement mesurable. D'abord, un changement très visible concerne l'investissement. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans recourir à la dette extérieure, uniquement grâce aux revenus de l'or et du coton. Ce chiffre n'est pas seulement symbolique. Il indique une capacité de réallocation rapide de ressources internes dans un contexte de guerre et de pression budgétaire. Chaque dollar engagé a fait l'objet d'un audit publié, un choix qui vise à réduire l'incertitude et à limiter les dérives. Pour Ibrahim Traoré, cette transparence chiffrée est une condition centrale de crédibilité. Ensuite, un autre changement touche la mobilité. Les données disponibles indiquent une réduction d'environ 30% des temps de trajet dans les zones desservies. Concrètement, cela signifie moins d'heures perdues chaque semaine pour les travailleurs et les étudiants, et une meilleure ponctualité dans l'accès aux services publics. Cette amélioration n'est pas uniforme, mais elle est suffisamment marquée pour modifier les routines quotidiennes. Elle agit comme un multiplicateur indirect sur l'économie urbaine, en libérant du temps et en rendant certains emplois plus accessibles. Enfin, un troisième changement concerne l'emploi. Le projet a permis la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects, répartis entre l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les secteurs connexes. Chaque emploi correspond à une compétence acquise localement, souvent par des jeunes auparavant exclus du marché formel. Cette montée en compétences réduit la dépendance à l'expertise extérieure et pose les bases d'une industrie de maintenance durable. Les coûts d'entretien, initialement élevés, tendent ainsi à se stabiliser grâce à la production locale de pièces et à la maîtrise technique. Ces trois éléments, investissement sans dette, réduction des temps de trajet, création d'emplois, forment un noyau de preuves cohérent. Ils ne garantissent pas la réussite à long terme, mais ils montrent que le modèle produit des résultats tangibles à court et moyen terme. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais de transformer ces avancées initiales en trajectoires soutenables. La question n'est plus seulement de savoir si le projet fonctionne, mais s'il peut absorber des chocs externes, notamment une baisse des prix de l'or ou du coton, sans perdre l'équilibre financier atteint. La critique la plus structurée vise la dépendance à deux matières premières volatiles. Selon les analystes sceptiques, financer un projet aussi visible avec l'or et le coton expose le système à un choc brutal des prix mondiaux. Une baisse simultanée réduirait les recettes disponibles, compliquerait l'entretien de la flotte et forcerait des arbitrages budgétaires douloureux. Dans un pays déjà sous pression sécuritaire, cette vulnérabilité pourrait amplifier l'instabilité au lieu de la réduire. L'argument est cohérent. La volatilité est un risque réel, documenté et difficile à neutraliser à court terme. Une seconde critique porte sur la complexité opérationnelle. Produire, maintenir et gérer localement une flotte de 1000 bus exige une coordination fine, des compétences techniques durables et une gouvernance rigoureuse. Les détracteurs estiment qu'un tel système peut devenir coûteux, surtout si la maintenance se révèle plus lourde que prévu. Dans cette lecture, les premiers succès masqueraient des charges futures croissantes, susceptibles d'éroder les gains initiaux. La réponse des partisans, proche de la vision de Ibrahim Traoré, s'appuie sur des éléments observables. D'abord, la transparence financière agit comme un amortisseur. La publication régulière des audits limite les dérives et permet des ajustements rapides si les recettes fluctuent. Ensuite, la montée en compétences locales change la nature des coûts.
Former des techniciens et produire certaines pièces sur place réduit progressivement la dépendance aux importations et à l'expertise extérieure, ce qui atténue l'impact des chocs externes. Enfin, la dépendance à l'or et au coton avait été présentée non comme une fatalité, mais comme un levier stratégique initial. L'objectif n'est pas de figer le modèle, mais de démontrer une capacité d'exécution autonome, puis d'élargir progressivement la base économique. Les données disponibles montrent déjà une baisse relative des coûts de maintenance grâce à la production locale et à l'apprentissage organisationnel. Le débat reste ouvert. Les critiques identifient des risques structurels crédibles. Les réponses montrent des mécanismes de résilience émergents. C'est précisément dans cette tension que se joue la crédibilité du modèle. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur le financement et la faisabilité technique. À mi-parcours, un autre élément s'impose. Le projet des 1000 bus n'est plus seulement un programme de transport, mais un outil de réorganisation économique locale. La mise en circulation massive oblige l'administration, les ateliers et les opérateurs à fonctionner comme un système coordonné avec des règles, des indicateurs et des responsabilités claires. Ce basculement modifie la lecture du risque. Tant que le projet restait ponctuel, une défaillance aurait été absorbable. En devenant structurel, il transforme chaque succès en contrainte durable, mais aussi chaque apprentissage en actif collectif. Les compétences acquises, les procédures mises en place et les chaînes de maintenance locales ne disparaissent pas avec une fluctuation de prix à court terme. Elles redéfinissent la capacité de l'État à gérer des infrastructures complexes. C'est ici que la stratégie de Ibrahim Traoré prend une autre dimension. L'enjeu n'est plus seulement de prouver qu'un financement sans dette est possible, mais de montrer qu'il peut enclencher une dynamique institutionnelle. Le projet devient un révélateur. Soit il consolide une nouvelle manière de faire, soit il expose brutalement les limites de l'autonomie économique. La suite dépendra de la manière dont cette transformation est absorbée. Pour l'État, la mise en service des 1000 bus modifie d'abord la manière d'agir. L'administration passe d'une logique de projet ponctuel à une logique de gestion continue. Les audits publiés, la coordination des ateliers et la régularité du service créent une discipline nouvelle. Cette capacité à exécuter et à maintenir une infrastructure visible renforce la crédibilité institutionnelle, mais elle expose aussi l'État à une exigence accrue de résultats. Chaque panne, chaque retard devient un test public. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de transformer cette pression en levier de gouvernance durable. Pour les entreprises locales, l'impact est plus diffus mais structurant. Les ateliers d'assemblage, de maintenance et de production de pièces détachées stimulent une chaîne de valeur interne. Des fournisseurs émergent, des compétences se spécialisent et une économie de services se développe autour du réseau de transport. Cette dynamique réduit la dépendance aux importations et crée des opportunités pour des acteurs jusque-là marginalisés. Toutefois, cette croissance reste sensible au volume et à la stabilité du programme, ce qui rend la continuité essentielle. Pour les citoyens, les effets sont les plus immédiatement perceptibles. La réduction des temps de trajet facilite l'accès au travail, à l'éducation et aux soins, en particulier pour les habitants des quartiers périphériques. La régularité des lignes permet une meilleure organisation du temps quotidien, réduit le stress lié au déplacement et améliore la ponctualité. Ces gains modestes, pris isolément, s'additionnent à l'échelle urbaine et contribuent à une amélioration tangible de la qualité de vie. Ils renforcent aussi l'adhésion populaire au projet, tant que le service reste fiable. Pour la région et le débat africain plus large, le projet joue un rôle symbolique. Il alimente une discussion sur la possibilité de financer des infrastructures lourdes sans dette extérieure en s'appuyant sur des ressources internes. Les observateurs extérieurs suivent l'expérience comme un cas d'école, à la fois pour ses réussites et pour ses fragilités. La figure de Ibrahim Traoré est souvent associée à cette lecture.
non comme un modèle universel, mais comme un déclencheur de débat sur la souveraineté économique. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage où chaque groupe bénéficie de gains réels tout en restant exposé aux limites structurelles du modèle. La question n'est plus de savoir si le projet a un impact, mais comment ces impacts évolueront sous contrainte. On peut alors envisager trois trajectoires possibles. D'abord, il y a celle d'une stabilisation prudente. Dans cette voie, les revenus issus de l'or et du coton restent suffisamment stables pour pour couvrir l'entretien courant de la flotte. Le réseau continue de fonctionner principalement à Ouagadougou sans expansion rapide. Les ajustements budgétaires se font au fil de l'eau, en priorisant la maintenance et la formation continue des équipes locales. L'impact reste réel mais contenu, et le projet s'installe comme une infrastructure urbaine fiable, sans devenir un moteur national. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire consolide la crédibilité sans prendre de risques excessifs. Ensuite vient la trajectoire d'une expansion nationale. Elle suppose une conjoncture favorable sur les prix des matières premières et une stabilité politique suffisante. Le modèle est alors étendu à d'autres villes avec la création de nouveaux ateliers et la formation de davantage de techniciens. Cette trajectoire transforme le projet des 1000 bus en levier de développement industriel et logistique à l'échelle du pays. Les gains économiques et sociaux augmentent, mais les besoins de coordination et de financement croissent également. Le succès devient plus visible, mais la marge d'erreur se réduit. Enfin, il existe la trajectoire des pressions et fragilités. Une baisse marquée des prix de l'or ou du coton, combinée à des tensions sécuritaires, mettrait le système sous contrainte. Les coûts d'entretien pèseraient davantage sur les finances publiques, forçant des arbitrages difficiles. Des retards de maintenance ou une réduction de la flotte pourraient apparaître, alimentant la critique du modèle. Dans ce cas, le projet resterait une expérience marquante, mais perçue comme difficilement reproductible sans soutien extérieur. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins d'un choix unique que de la capacité d'adaptation. La question centrale n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de comprendre que chaque trajectoire exige une lecture lucide des risques. Penser le projet en termes conditionnels: si les revenus tiennent, alors la stabilité, et c'est possible, permet d'éviter les jugements définitifs et de rester attentif aux signaux faibles. À ce stade, le projet cesse d'être une abstraction politique pour devenir une expérience lisible par chacun. Pour les travailleurs urbains, la régularité des bus modifie l'équation quotidienne. Moins d'incertitude, des horaires plus fiables et une meilleure capacité à planifier la journée. Ce gain de prévisibilité, souvent invisible dans les débats macroéconomiques, pèse directement sur la qualité de vie et sur la relation au travail. Il transforme une infrastructure en outil de stabilité personnelle. Pour les familles, l'effet se joue sur le temps. Des trajets plus courts signifient plus de disponibilité pour l'éducation des enfants, les soins et la vie domestique. Dans les quartiers périphériques, longtemps pénalisés par l'éloignement, l'accès aux services essentiels devient plus équitable. Cette dimension sociale explique en partie l'adhésion progressive au projet, tant que le service reste cohérent et accessible. Pour les jeunes formés dans les ateliers, l'enjeu est différent. L'apprentissage de compétences techniques concrètes ouvre des perspectives professionnelles dans un marché du travail souvent saturé. Cette montée en compétences ne garantit pas une trajectoire individuelle réussie, mais elle crée un socle d'employabilité inédit. Dans cette optique, la stratégie portée par Ibrahim Traoré touche un point sensible: transformer un investissement public en capital humain durable. Deux gestes simples permettent au public de s'approprier cette expérience sans la mythifier.
Le premier consiste à observer les effets concrets sans se limiter au discours politique. Ponctualité, entretien, accessibilité. Le second est de comparer ce modèle à d'autres initiatives locales ou régionales pour en mesurer les spécificités et les limites. Ce double regard, à la fois proche et comparatif, aide à dépasser l'opposition entre enthousiasme et rejet. À ce stade, la question n'est plus de lancer, mais de tenir. D'abord, la transparence budgétaire doit être consolidée. La publication régulière des audits déjà engagés gagne à devenir un mécanisme routinier avec des indicateurs simples et comparables dans le temps. Cette continuité permet de maintenir la confiance publique et de détecter rapidement les écarts entre coûts prévus et coûts réels. Pour Ibrahim Traoré, cette discipline financière est un garde-fou essentiel contre l'essoufflement. Ensuite, la professionnalisation durable des équipes locales doit s'installer. Les formations initiales gagnent à être prolongées par des certifications internes et des modules de perfectionnement. L'objectif n'est pas seulement de réparer des bus, mais de structurer une filière capable d'anticiper l'usure, d'optimiser la maintenance et de réduire les immobilisations. Cette montée en compétences stabilise les coûts et renforce l'autonomie technique. Puis, la diversification progressive des ressources devient un enjeu naturel. Sans renier le rôle de l'or et du coton, le modèle gagnerait à intégrer d'autres sources de revenus, comme des activités économiques connexes ou des services liés au réseau de transport. Cette diversification agit comme un amortisseur face à la volatilité des marchés mondiaux. Enfin, l'extension géographique doit rester graduelle. Tester le modèle dans des villes secondaires, avec des ateliers adaptés à l'échelle locale, limite les risques financiers tout en élargissant l'impact social. Associée à des consultations citoyennes régulières, cette approche permet d'ajuster le service aux besoins réels. La feuille de route ne promet pas l'absence de risque, mais elle trace un chemin mesurable pour transformer un succès initial en capacité durable. Dans l'atelier de Ouagadougou où les premiers modules ont été assemblés, un geste revient sans cesse. Fixer une pièce, tester un circuit, vérifier un alignement. Ce geste est devenu un symbole discret. Il ne promet pas de miracle, mais il incarne une capacité retrouvée à faire, à réparer, à maintenir. Chaque bus qui quitte le dépôt prolonge ce mouvement, reliant des quartiers, des horaires et des trajectoires de vie auparavant disjointes. Ce rappel symbolique permet de relire l'ensemble du projet sans emphase excessive. L'initiative ne se résume ni à un succès définitif, ni à une expérience fragile vouée à l'échec. Elle s'inscrit dans un entre-deux, fait de progrès tangibles et de contraintes persistantes. En ce sens, le projet des 1000 bus agit comme un miroir. Il reflète les forces et les limites d'un modèle fondé sur les ressources internes, la transparence et la montée en compétences locales. La figure de Ibrahim Traoré revient ici non comme une icône, mais comme un point d'ancrage politique de cette tentative. Le véritable enjeu dépasse les individus. Il réside dans la capacité collective à transformer une impulsion initiale en pratique durable, capable de résister au temps et aux chocs externes. Un bus qui roule n'est pas une promesse, c'est une responsabilité en mouvement. Le projet des 1000 bus ne se referme pas sur une conclusion définitive. Il ouvre un espace de discussion plus large sur la manière dont des pays sous contrainte peuvent choisir d'agir avec leurs moyens, leurs risques et leurs priorités. L'expérience menée au Burkina Faso invite à dépasser les jugements rapides, qu'ils soient enthousiastes ou sceptiques, pour observer les mécanismes concrets à l'œuvre. Ce modèle n'est ni universel ni immédiatement duplicable. Il dépend d'un contexte précis, de ressources même spécifiques et d'une capacité d'exécution rare. Pourtant, il pose une question qui dépasse le cas burkinabé. Jusqu'où une économie peut-elle aller en s'appuyant d'abord sur ses propres leviers? La trajectoire portée par Ibrahim Traoré alimente ce questionnement, non comme une réponse finale, mais comme un point de départ.
Chacun peut s'en saisir à son niveau, en comparant cette initiative à d'autres expériences régionales, en discutant de ses forces et de ses fragilités, en s'interrogeant sur ce qui relève du symbole et ce qui relève du structurel. Le débat gagne à être collectif, nuancé et informé.